Jeudi 5 octobre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Des journées portes ouvertes sur les énergies renouvelables à Lomé. Une initiative de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement pour encourager les Togolais dans la lutte pour la protection de l'environnement par l'utilisation des énergies renouvelables. À suivre dans un instant. Pour donner vie aux koalas, des espèces en voie d'extinction en Australie, l'État interdit l'exploitation forestière sur une surface de 8000 hectares. Afin d'atteindre les objectifs fixés pour protéger les écosystèmes marins des Seychelles, le gouvernement de cet archipel a mis en place des initiatives pour lutter contre la pollution maritime. L'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE a procédé ce mardi 3 octobre 2023 à Lomé au lancement de la première édition des journées portes ouvertes sur les énergies renouvelables. L'objectif de cette initiative est d'encourager la population togolaise dans la lutte pour la protection de l'environnement par l'utilisation des énergies renouvelables. Les activités de ces journées portes ouvertes se poursuivront jusqu'au 15 octobre prochain. Irène Papadina nous fait le compte-rendu avec les images d'Emeka Gatche. Dans le but de célébrer le mois du consommé local et pour soutenir les efforts du gouvernement en vue des transitions agroécologiques et énergétiques, l'ONG JVE et la société S-King ont organisé en partenariat avec la synergie des acteurs des énergies renouvelables du Togo la première édition des journées portes ouvertes sur les énergies vertes à Lomé. Ces journées portes ouvertes ont été lancées ce mardi 3 octobre au siège de l'ONG JVE. Elles visent à amener la population à s'engager plus dans la protection de l'environnement en cessant progressivement l'utilisation des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. On parle de changement climatique. L'Afrique ne contribue qu'à peine 4% des émissions mondiales. Donc vous allez voir que c'est nous qui subissons les effets des changements climatiques. Et lorsqu'il pleut à Lomé, vous allez voir qu'il y a les inondations et autres là. C'est les conséquences des changements climatiques. Maintenant, nous parlons de la transition énergétique. C'est-à-dire que nous utilisons aujourd'hui l'énergie fossile. Et ces énergies fossiles-là, c'est ça qui cause le phénomène des changements climatiques. Maintenant, nous ne disons pas de stopper ça en même temps, mais nous voulons faire une transition. C'est-à-dire que nous allons abandonner ça petit à petit, au fur et à mesure, et aller vers les énergies renouvelables. C'est ce qui nous a amené, et JVE et puis la société S-King a lancé cette première édition des journées portes ouvertes sur les énergies vertes. Au cours de ces journées-là, il y aura des expositions où les gens vont passer pour poser des questions sur les équipements qui seront exposés, parce que ça serait rien que du solaire. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une exposition des produits solaires de la société S-King, notamment des parasols solaires, des générateurs solaires et bien d'autres. Nous sommes dans le vert, donc comme l'introduction qu'on a eu à faire, et à ces journées portes ouvertes, nous avons amené nos générateurs solaires, des parasols solaires également, qui sont vraiment faciles à transporter. Donc voilà, les générateurs solaires, nous en avons de différentes capacités, même pour les parasols solaires. Moi je dis l'or de l'Afrique, c'est le soleil. Donc on devrait en profiter plus que quiconque. Donc aujourd'hui nous avons le soleil, pourquoi ne pas en profiter? Donc c'est pour cela que nous sommes basés spécialement dans tout ce qui est solaire. Donc pour déjà valoir ce qu'on a comme de l'or. On ne se limite pas qu'aux entreprises. Voilà. Donc on voudrait que tout le monde sache l'utilité de l'or que nous avons comme le soleil. Nous faisons en sorte que nos produits solaires soient de bonne qualité et soient accessibles à tout le monde. Une initiative fortement saluée. J'avoue que j'ai été agréablement surprise. C'est vrai que je me suis toujours posé la question si on pouvait avoir des groupes électrogènes solaires. Et là, j'ai trouvé réponse à mes questions. Maintenant, j'espère que le coût ne va pas être un frein pour la population. Nous collaborons en tant que Wascal, le centre d'où je viens. Nous collaborons avec JVE dans différents aspects, tout ce qui concerne le changement climatique. Et cette exposition rentre parfaitement dans nos missions, dans nos objectifs.
Et ce qui est intéressant, ce que j'ai vu est parfaitement clair. La société Esking a développé des stratégies pour pouvoir développer le solaire. Et ça, c'est très intéressant. J'ai vu des batteries, j'ai vu des panneaux solaires. Et ça, je pense que nous devons adhérer à cela. Ces journées portes ouvertes se tiennent sur 14 jours. Elles prendront fin donc le 15 octobre prochain. Plusieurs activités sont menées telles que des séances d'échange, des formations gratuites sur le dimensionnement et l'installation solaire, la fabrication des foyers améliorés et l'entrepreneuriat vert. Les stations automatiques et de télétransmission du système d'alerte signalent une augmentation importante de 45 cm sur le lit du fleuve Gambie qui parcourt plusieurs villes du Sénégal. Ce scénario hydrologique devrait entraîner des inondations défavorables pour l'agriculture, la faune et les infrastructures socio-économiques. Regardez. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour les populations de la ville de Kédougou, située dans le sud du Sénégal. Le fleuve Gambie, qui traverse la Gambie, le Niger, mais aussi plusieurs villes sénégalaises, devrait déborder dans les prochains jours. Les crues sont imminentes au regard du signal généré par la station hydrométrique, du cours d'eau et des conditions météorologiques enregistrées. Selon le directeur de la gestion de la planification des ressources en eau, la pluviométrie devrait accélérer ce débordement du fleuve Gambie. Parmi les conséquences habituelles figurent notamment la destruction des infrastructures d'eau et d'assainissement, ainsi que la dévastation des habitations et des plantations entraînant ainsi les déplacements des populations et du bétail. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, c'est la capitale Dakar qui est la principale cible des inondations, surtout entre juin et octobre, qui marque la saison pluvieuse. Pour limiter l'impact économique et environnemental de ce phénomène, le gouvernement sénégalais a lancé le plan d'organisation des secours en cas de catastrophe. En 2021, il a permis l'acquisition d'une 50aine d'hydrocureurs pour déboucher les canalisations ainsi que les 150 motopompes pour un coût de 27,8 milliards de francs CFA. Les rivières et ruisseaux du Nigeria sont riches en ressources naturelles qui pourraient être exploitées à des fins agricoles et au renforcement des actions de protection des rivières et autres sources d'eau douce contre la pollution et toute autre activité néfaste pour les espaces fluviaux, littoraux et lacustres du pays. Irène Bakadina. Principale source d'eau douce nécessaire pour les activités domestiques et agro-pastorales, les écosystèmes aquatiques intérieurs, rivières, lacs et zones humides connaissent un déclin alarmant au Nigeria en raison de l'urbanisation et de l'intensification des projets de construction de barrages. Pour mieux protéger ces ressources, le gouvernement intensifie les actions pour protéger les sources d'eau contre la pollution. Ceci afin d'améliorer la qualité des eaux de surface dans tout le pays. Le Nigeria dispose de vastes ressources en eau de surface et un potentiel en ressources renouvelables en eau souterraine estimé à 155,8 milliards de mètres cubes par an selon les données officielles. Cependant, une grande partie de la population nigériane n'a toujours pas accès à l'eau douce en raison des facteurs naturels et humains. Les rivières sont utilisées comme unité d'élimination des déchets domestiques et industriels. Leurs sédiments ont été exploités à des niveaux industriels, détruisant les habitats des poissons et d'autres formes de vie. Elles ont été contaminées par des engrais et des pesticides agricoles, réduisant ainsi la qualité de l'eau. En conséquence, les écosystèmes aquatiques antérieurs disparaissent ou se dégradent radicalement à l'échelle mondiale. Une chose que le Nigeria souhaite éviter en implantant des stratégies de protection de l'environnement. Renforcer les capacités de préparation aux catastrophes naturelles et stimuler le financement du développement durable dans plusieurs villes, c'est ce à quoi serviront les 1,3 milliard de dollars octroyés par le Fonds monétaire international OMI au Maroc à la suite du tremblement de terre qui a tué 2900 personnes dans la région de Marrakech. Les précisions dans ce commentaire. Au lendemain du séisme de magnitude 7 qui a frappé la région d'Al Aouz dans le sud du Marrakech au Maroc, l'enjeu est doublement économique et environnemental. Ce tremblement de terre meurtrier a remis en question l'adaptation des villes marocaines aux phénomènes géologiques et météorologiques.
Si le royaume chérifien a fait preuve de résilience en matière de secours, les besoins financiers sont importants pour une reconstitution rapide et écologique. Ainsi, le Fonds monétaire international FMI prête 1,3 milliard de dollars au royaume chérifien dans le cadre de son projet intitulé RSF, la facilité pour la résilience et la soutenabilité, qui vise à accompagner la croissance des États conformément à l'une de ses 3 missions régaliennes. Cet appui servira à la mise en œuvre de plusieurs projets verts, aussi bien à Marrakech que dans d'autres villes, notamment Rabat et Casablanca. Les autorités marocaines utiliseront ces fonds pour la construction de nouvelles routes et infrastructures, ainsi que de nouveaux bâtiments qui prennent en compte le milieu naturel et les matériaux durables. Cette initiative devrait donc permettre le relogement des Marachis qui ont perdu au moins 50 000 maisons après les secousses du 8 septembre 2023 selon les chiffres officiels. Une situation dramatique qui n'empêche pas la tenue des assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale BM. L'événement prévu du 9 au 15 octobre prochain est maintenu dans la ville haute de Marrakech. Autour des institutions de Bretton Woods, les gouverneurs de banques centrales, les ministres de finances et de développement, les dirigeants du secteur privé et les universitaires discuteront de nouvelles réformes et technologies en vue de la transition écologique de tous les territoires de la planète. Un défenseur vietnamien de pangolin a reçu mardi dernier un prestigieux prix Goldman pour l'environnement, surnommé le Nobel vert. Ces mammifères subissent le plus le braconnage au monde en raison de leurs écailles. Plus d'explications avec Rafietou Mbereko. Nguyen Van Tsai reçoit le prestigieux prix Goldman pour l'environnement, surnommé Nobel vert. C'est un défenseur vietnamien des animaux comme le pangolin. Cette récompense est une reconnaissance pour avoir sauvé des centaines de pangolins dans son pays. Ces mammifères sont les plus braconneux au monde en raison notamment de leurs écailles réputées être des remèdes pour les maladies comme les ulcères, les tumeurs, les douleurs menstruelles et bien d'autres dans la médecine traditionnelle chinoise. Ces vertus n'ont cependant jamais été reconnues scientifiquement. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, des millions de pangolins ont été tués ces dernières années, victimes de trafic à grande échelle. Le nombre de pangolins à l'état sauvage au Vietnam a diminué de plus de 90% au cours des 15 dernières années, a déclaré Nguyen Van Tsai, directeur de l'organisation Save Vietnam Wildlife et lauréat du prix Nobel vert. Avec son équipe, il a développé un programme pour le pangolin et a réussi à soigner près de 1 600 000 de ces mammifères de type chinoise confrontés à un risque élevé d'extinction avant de les relâcher dans la nature. Mon but est d'attirer les jeunes et la population vietnamienne dans son ensemble à se joindre au travail de protection de la forêt, de la faune et de l'environnement, a-t-il souligné. En ce sens, le Vietnam a récemment durci sa lutte contre le trafic de pangolins. En 2018, le pays a révisé une loi de disparition qui durcit les sanctions. Désormais, ce crime est passible de 15 ans de prison et d'une amende de 550 000 €. Selon l'ONG Éducation pour la Nature, au Vietnam, les arrestations de trafiquants ont fortement augmenté l'année dernière. Des poissons et dauphins retrouvés morts en raison du faible volume d'eau causé par une forte sécheresse au nord du Brésil, dans la région de l'Amazonas. D'après les experts, la priorité est de retirer de l'eau les cadavres d'animaux malgré le nombre important. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence pour parer au risque. Le point avec Léonce Sago. La région d'Amazonas au nord du Brésil fait face à une sécheresse exceptionnelle. Cette sécheresse a pour conséquence directe la mort d'une centaine de dauphins et des milliers de poissons en moins d'une semaine retrouvés dans la rivière Tefé, affluent du fleuve Amazone. Selon la World Wildlife Fund, première organisation de la défense de la nature, le phénomène climatique El Niño, qui a pour caractéristique de réduire la formation des nuages, serait à l'origine de ce drame. D'après les informations de l'ONG, la situation devrait s'empirer dans les régions dans les jours à venir, a publié le journal brésilien Globo. L'association pointe du doigt le réchauffement climatique dans la région
et appelle à une réaction immédiate du gouvernement. La chaîne CNN affirme que durant les 10 dernières années, les 9 pays sur lesquels s'étend l'Amazonie ont perdu 1 million d'hectares d'eau. Pour l'heure, Andrew Chelo, membre de l'Institut Mamirawa pour le développement durable, indique que la priorité est de transporter les corps d'animaux hors de l'eau, mais il y en a tellement que c'est impossible. Quant au fait de transférer ceux encore vivants vers d'autres rivières, rien n'en est sûr. Puisqu'au-delà de la qualité de l'eau, il faut vérifier s'il n'y a ni toxines ni virus. Il est à souligner que pour faire face aux effets de cette sécheresse, le gouverneur a décrété un état d'urgence dans les 55 communes de l'Amazonas. Le gouvernement fédéral, à travers la ministre de l'Environnement, Marina Silva, a annoncé une aide humanitaire afin de subvenir aux risques pour l'approvisionnement en nourriture, en eau potable, ainsi qu'en produits d'hygiène et en médicaments. Par ailleurs, 50 000 paniers repas ont été distribués à la population touchée. Le président du Seychelles a mis en place des initiatives pour lutter contre la pollution maritime et protéger les côtes de ses océans. Affectés par les changements climatiques, les Seychelles ont du mal à atteindre les objectifs fixés pour protéger leur écosystème marin d'ici 2025. Ainsi, le président appelle les pays occidentaux à assumer leurs responsabilités dans la dégradation du climat. Retrouvons Irène Papadina. Le gouvernement séchellois s'est engagé depuis 2020 à sauvegarder 30% de ses eaux territoriales. Cependant, avec l'élévation du niveau de la mer qui constitue une menace existentielle, les Seychelles espèrent protéger au moins 50% des écosystèmes d'herbiers marins d'ici 2025, comme l'a indiqué le président séchellois Wawel Rakalawan à la 117e Assemblée générale de l'ONU. Selon lui, le pays s'est engagé à protéger au moins 50% des écosystèmes d'herbiers marins d'ici 2025 et 100% à 2030. Les herbiers marins comprennent des dizaines d'espèces de plantes aquatiques qui permettent de capter le carbone et de lutter contre l'érosion côtière. Composées de 115 îles, les Seychelles sont connues comme un trésor de biodiversité. Malheureusement, avec le dérèglement climatique, les eaux sont de plus en plus souillées par les déchets qui dégradent l'environnement. Le président appelle les pays occidentaux à assumer leurs responsabilités dans le changement climatique avec moins de 4% des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Le gouvernement des Seychelles veut limiter sa dépendance au financement provisoire pour son développement. Les institutions financières internationales et les banques multilatérales de développement doivent mettre l'accent sur la nécessité d'un indice de vulnérabilité multidimensionnel qui permettra aux pays en situation de vulnérabilité d'accéder à des financements pour répondre à leurs besoins. La Guadeloupe est en vigilance extrême après le passage. La Guadeloupe est en vigilance extrême après le passage de la tempête Philippe. De fortes pluies et orages causés par cette tempête ont mis l'archipel en arrêt de toute activité. La préfecture recommande de se tenir informé par les bulletins du Météo France. Léon Sago. La Guadeloupe n'est pas épargnée par la vague d'inondations. En effet, la Météo France, dans son dernier bulletin d'alerte, a annoncé que l'archipel a été placé en vigilance rouge pour de fortes pluies et orages en raison du passage de la tempête Philippe à sa proximité. La tempête qui devait passer au plus près des côtes dans la nuit du lundi et ce mardi matin a occasionné sur l'archipel des pluies diluviennes avec des inondations pour l'heure localisées. Ces pluies torrentielles, qui tombent désormais sans discontinu, accompagnées d'éclairs et de tonnerres, ont d'ores et déjà coupé certaines routes selon Route Guadeloupe, qui a annoncé des éboulements et des chutes d'arbres. Les écoles de toute la Guadeloupe resteront fermées ce mardi, a-t-on appris auprès de la préfecture dans un communiqué. Elle prévoit également la mise en place du Centre opérationnel départemental CO2, une cellule de crise, et recommande de se tenir informé par les bulletins diffusés de la Météo France en attendant leur point de la situation. Les météorologistes aussi recommandent la plus grande prudence car selon eux, ces pluies s'installent actuellement sur l'ensemble de l'archipel avec des cumuls de l'ordre de 200 à 300 mm en 24 heures envisagés. Ils affirment aussi que des rafales fortes de 110 km/h peuvent se produire sous des rafales. De nombreuses vidéos du dit phénomène circulent sur les réseaux sociaux, rappelant la tempête Fiona
qui avait submergé la zone dans la nuit du 15 au 16 septembre 2022. En Australie, un État interdit l'exploitation forestière sur une surface de 8000 hectares. La mesure a pour but de créer un refuge pour les koalas, des espèces emblématiques en extinction. Le commentaire est signé Rafietou Mbereko. Les écologistes australiens demandent l'arrêt de l'exploitation forestière sur plus de 8000 hectares du territoire dans l'ensemble du projet de parc national. Cette mesure consiste à créer un refuge pour les koalas, des espèces emblématiques du pays en déclin. La mesure est une avance historique, a déclaré Brad Smith, directeur général par intérim du Conseil de la préservation de la nature, qui considère cette zone comme l'habitat du koala le plus important au monde. Cette décision est également la reconnaissance que l'exploitation forestière a des conséquences dévastatrices sur les koalas et la biodiversité, a-t-il ajouté. Stott Blanche, porte-parole du Fonds mondial pour la nature en Australie, affirme que le nombre de koalas en Nouvelle-Galles du Sud a connu un déclin spectaculaire, chutant de plus de 50% entre 2000 et 2020 en raison de la déforestation, de la sécheresse et des feux de forêt. Pour lui, la décision de l'État est une chance de retrouver la situation après cette tragédie. Si nous voulons sauver les koalas de l'extinction au cours du siècle, nous avons besoin de nouvelles zones protégées couvrant des millions d'hectares de forêt, a-t-il ajouté. La nouvelle interdiction concerne précisément 8400 hectares de forêt dans lesquels se trouvent 106 centres pour les koalas, a expliqué le gouvernement de l'État. Cette surface fait partie du projet de parc national Great Koala de 315 000 hectares qui doit voir le jour sur le littoral du Nord afin de sauver les koalas de l'extinction dans l'État. Du nom scientifique Phascolarctos cinereus, le koala est un mammifère grimpeur en provenance de l'Australie. La signification du koala comme animal totem est celle de forte connexion avec la terre. Aussi appelé paresseux australien, cette espèce de marsipio abricole herbivore symbolise la paix, la tranquillité et la protection dans le monde entier. Les animaux sauvages du Canada ont mal vécu la période des incendies de l'été. Selon les chercheurs, la fumée des feux de forêt a la même répercussion sur les animaux que sur les hommes, notamment les problèmes respiratoires et la fatigue. Comment la faune canadienne vit les effets des fumées d'incendie? Viva Samana nous donne des précisions à travers ce commentaire. Les problèmes respiratoires ne sont pas seulement inhérents aux hommes. Les animaux sauvages n'y échappent pas, vu qu'ils sont affectés par les fumées des feux de forêt de l'été dernier au Canada. C'est ce qu'explique la spécialiste de la santé des espèces sauvages Iga Stasia. Elle précise que les oiseaux sont particulièrement exposés. À cet effet, la scientifique canadienne déclare que les oiseaux possèdent un système respiratoire plus efficace. Alors, ils peuvent absorber beaucoup plus facilement les toxines de la fumée et ont du mal à se débarrasser des particules. La fumée peut avoir également un impact sur le comportement des animaux sauvages en agissant négativement sur leur sens de la vue et de l'odorat. Il est alors important de surveiller le bétail et les animaux de compagnie pour détecter d'éventuelles difficultés respiratoires ou l'écoulement oculaire selon la chercheuse. En dehors des animaux, les plantes sont également citées comme des victimes des fumées des feux de forêt. Forrest Shaft, spécialiste des cultures fruitières dans la province canadienne du Saskatchewan, explique que la fumée dense peut avoir des répercussions négatives sur tous les types de plantes. Il déclare que l'ozone, qui est un gaz formé par la rencontre entre les rayons solaires et l'oxygène, peut également endommager les feuilles des plantes. Le chercheur à Agriculture et Agroalimentaire Canada Raju Solayakanahali renchérit que la fumée assèche l'atmosphère, ce qui fait croire aux plantes qu'elles subissent une sécheresse. Ainsi, ce phénomène pourrait avoir un impact négatif sur la croissance des plantes. Les mammifères pourraient dire adieu à la Terre d'ici 250 millions d'années. D'après une étude publiée fin septembre dans la revue Nature Géosciences, il ressort que la formation future d'un supercontinent provoquera la disparition des mammifères. La planète se réchauffe et 22% de sa surface deviendrait inhabitable. Les chercheurs préviennent que ces informations restent une projection, mais appellent à les considérer avec prudence. Retrouvons Vivace Amana. La Terre devient de plus en plus hostile pour ses habitants et les mammifères pourraient disparaître de sa surface dans 250 millions d'années. Avec le réchauffement climatique dont l'une des caractéristiques premières est la hausse des températures, la Terre sera inhabitable pour plusieurs mammifères.
À l'issue d'une étude publiée fin septembre 2023, la revue scientifique Nature Géosciences provient de la formation d'une Pangée ultime qui est un supercontinent issu du rapprochement des continents actuels. Ce rapprochement pourrait avoir lieu d'ici le quart du milliard d'années à venir. Cette Pangée provoquerait, d'après les scientifiques, une hausse des températures à tel point que la vie sur Terre sera minimisée. Pour Anta Clarissa, paléoclimatologue à l'Institut des sciences de la nature et de la Terre de Grenoble en France, la formation de la Pangée ultime va créer des rides océaniques qui vont générer un dégazage et un relâchement du dioxyde de carbone dans les roches en profondeur de la Terre. Toujours d'après cette étude, les températures oscilleraient entre 40 et 50 degrés Celsius, une température déjà insupportable pour les hommes. Alexander Farnsworth, chercheur à l'université de Bristol en Angleterre et co-auteur de l'étude, provient que l'extinction qui s'annonce ne concerne pas seulement les mammifères. Les végétaux et autres types de vie pourraient être affectés. Le directeur des recherches au CNRS, Yves Gaudris, trouve que cette étude est à prendre avec beaucoup de prudence car ce n'est pas évident de déterminer la position des continents dans 250 millions d'années. Néanmoins, cette étude présente tout de même un intérêt pour la paléoclimatologue Anta Clarissa car elle fait savoir que la vie sur Terre est très fragile. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.